Naëm Bestanji, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes un collectif d'ex-musulmans très préoccupés et engagés par rapport aux dégâts de l'islamisme qui sont là depuis déjà longtemps, mais on observe une accélération depuis quelque temps des événements assez rapprochés. Et du coup, on était intéressé d'avoir votre avis en tant que spécialiste de l'islamisme et du féminisme, sachant que le féminisme, c'est quand même la clé de voûte, je pense, hein, socialement, pour que l'islamisme s'installe. Nous avons observé que depuis quelque temps, vous étiez assez présent dans les médias, ce qui est pour nous très bon signe. En tout cas, peut-être que, alors, il y a peut-être un effet loupe de notre part puisque cette cause-là nous intéresse, mais pour ma part, j'observe qu'il y a des choses que vous dites et qui sont dites par rapport aux stratégies des islamistes qu'on entendait peu avant, ou alors il fallait creuser pour l'entendre. Et on est content d'observer que dans des médias dits mainstream aujourd'hui, votre voix, elle est là. Alors moi j'ai envie de croire qu'on est à un tournant dans la lutte contre l'islamisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. J'ai pas eu l'occasion de le faire quand on échangeait. Merci de me proposer de discuter avec vous. C'est la première fois que je vais échanger avec des ex-musulmans dans le cadre d'un échange, sorte de conférence ou d'entretien, même si j'ai déjà eu l'occasion de le faire, bien sûr, dans le cadre privé. Alors après, pour me situer un petit peu rapidement, je suis moi-même ex-musulman. Tout à l'heure en off, hein, avant l'enregistrement, quand vous vous êtes présenté, je me suis reconnu dans votre parcours, dans votre vécu. Moi-même, enfant, dans les années 80, adolescent, à partir de la fin, milieu des années 80, voilà, j'ai vécu aussi cette évolution non pas de l'islam. L'islam est une religion, on en pense qu'on en veut, hein, voilà, on en discutera d'ailleurs, je pense, mais l'évolution de son interprétation et de l'importance qu'on accorde, non pas à la spiritualité, mais à la forme identitaire de l'islam. C'est pas donc la même approche de l'islam que nos parents quand on est français d'origine maghrébine, que nos parents quand ils sont arrivés en France. Et c'est vrai que à partir des années 90, j'ai vu cette évolution de la manifestation dite religieuse qui se faisait à travers l'interprétation extrémiste de l'islam, d'où l'expansion de la visibilité du voilement des femmes dans le pays, et pas que en France, hein, ça peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais aussi ailleurs, et parce que tout est interconnecté. L'islamisme est une idéologie totalitaire qui est mondiale, qui n'a pas vocation à s'arrêter aux frontières, et les migrations aidant, notamment dans les années 60-70 en France, les musulmans étaient plus nombreux en France, et les islamistes ont considéré que, puisqu'ils sont plus nombreux, l'Europe devient une terre de conquête, une terre à conquérir, d'abord à travers les musulmans eux-mêmes, puisqu'ils considèrent que les musulmans ne sont pas suffisamment pratiquants à leurs yeux, et ensuite que ça déborde sur le reste des sociétés. Donc moi, j'ai vu cette évolution. Je n'avais pas encore cette réflexion que je vais avoir maintenant, mais je constatais par mon vécu personnel. Donc, vous avez dit tout à l'heure que j'ai dit des choses que vous trouviez intéressantes dans ce que je pouvais dire dans les médias, parce que, et vous vous en doutez, ce n'est pas simplement le fruit d'une recherche intellectuelle, c'est aussi du vécu. C'est quand on est issu de cette culture, quand on vient de ce milieu-là, on a des choses, on a des connaissances, on a des sentiments, des sensations que personne ne peut connaître à part nous. Et donc, c'est justement l'approche que je voulais avoir, c'est-à-dire quand j'ai vu cette évolution dans les années 90, quand j'ai vu le développement du voile et l'accélération du phénomène dans les années 2000, c'est une des raisons qui m'avait poussé à m'investir dans la création du mouvement Ni pute ni soumise. Je m'investissais donc cette fois-ci en tant que militant. J'avais pu voir l'évolution aussi dans ma carrière professionnelle puisque je travaillais dans le socio-culturel dans les quartiers populaires. Voilà, j'avais le constat, mais j'avais des explications par rapport à mon vécu personnel, mais c'était pas suffisant. J'avais besoin d'avoir du recul et de comprendre pourquoi maintenant
pourquoi pas avant, pourquoi pas après, pourquoi le voile, pourquoi tout ça. Et puis ensuite, moi qui étais croyant, j'ai jamais été pratiquant, mais j'étais croyant. Je me suis demandé, je me suis posé des questions, comme vous avez dit aussi tout à l'heure. J'ai voulu comprendre les choses. Pourquoi les monothéismes, comment et quand sont venues les religions et tout ça. Et effectivement, en me posant des questions, en cherchant des réponses philosophiques, historiques, archéologiques, théologiques, tout ce qu'on veut, j'ai compris que Dieu n'existe pas, que c'est une construction humaine et qu'avoir un ami imaginaire est utile psychologiquement pour plein de raisons, et notamment la principale, c'est à l'origine, c'est la peur de ce qu'il n'y ait rien au-delà de la mort. On a besoin d'être rassuré et de trouver des explications simples à des situations compliquées qui font souffrir psychologiquement, comme la perte d'un être cher, comme une catastrophe climatique, comme tout ce qu'on veut. Voilà. Donc j'ai fait ce cheminement, je dirais, spirituel pour arriver justement à comprendre que la spiritualité religieuse est un leurre. Et donc j'ai eu d'abord, dans un premier temps, un rejet absolu de l'islam. Franchement, j'en pouvais plus. J'en ai tellement, vous savez ce que c'est, j'en ai tellement pris plein la tronche. D'abord par ma non-pratique et ensuite encore pire par mon athéisme, que j'avais un rejet total et absolu de l'islam. J'avais même une haine des musulmans, vraiment. Avec le temps, c'est paradoxal, mais avec mes recherches sur l'islamisme et la laïcité, j'ai appris à tempérer mes opinions, à nuancer et à accepter aussi que des gens puissent avoir un ami imaginaire, puissent croire en Dieu, au Dieu des arbres, à Zeus, au Dieu monothéiste, tout ce qu'on veut, et que c'est le fait d'accepter de croire et de ne pas croire. Et j'ai aussi découvert un islam qui est plus spirituel, qui est plus progressiste. Alors ça m'a pas fait redevenir croyant, mais ça m'a réconcilié avec ma culture, mon autre culture qui est la culture maghrébine et la culture musulmane. Voilà, donc ça c'est la démarche personnelle et c'est tout cet ensemble-là qui m'a poussé d'abord à militer et puis ensuite à écrire des articles et puis un livre sur le sujet, notamment le voile. Et si je suis un peu plus présent aujourd'hui dans les médias, c'est tout bête, c'est parce que j'ai décidé de venir à Paris, vivre à Paris, à cause de ça. Justement pour être mieux entendu, j'ai fait un choix de vie parce que voilà, la France est telle qu'elle est. Pour pouvoir être entendu par les médias, il faut être disponible sur Paris et c'est le cas depuis quelques mois et c'est pour ça que je suis un peu plus présent en faisant un peu du porte-à-porte et aujourd'hui voilà, on me connaît un peu plus et on m'appelle plus souvent pour parler de ces sujets. C'est important que justement cette voix soit portée au-delà des voix classiques sur le sujet qui restent dans des choses un peu intellectuelles et parfois qui disent des choses erronées. Voilà, désolé pour cette longue présentation. Non, très bien, c'est très bien. Moi, j'aimerais juste, excuse-moi Mia, pour rebondir sur ce que Monsieur Sanji a dit au début, lire un extrait de sa biographie disponible sur son site internet, Naim Bestanji. Donc, en rapport avec le voilement dans les quartiers, donc je lis, je cite, « J'ai constaté le flicage grandissant pour surveiller ceux qui font le ramadan ou pas. J'ai vu les comportements des garçons vis-à-vis des filles changer, puis des filles entre elles. J'ai vu certaines adolescentes venir de moins en moins souvent aux activités parce qu'elles devaient rester à la maison pour s'occuper des petits frères. J'ai constaté l'évolution vestimentaire de certaines qui ont opté pour le survêtement et se comporter comme les garçons pour pouvoir s'affirmer un minimum, quand d'autres ont opté pour le hijab, voire le voile intégral. J'ai vu la question de la réputation prendre de plus en plus d'importance, cette réputation familiale que seule la fille porte sur les épaules, et dont le voile est apparu comme un label officiel des bonnes mœurs. J'ai vécu la difficulté de plus en plus grande de proposer des activités mixtes aux adolescents. J'ai été confronté aux conséquences souvent graves pour une jeune fille du mythe de la virginité au mariage. J'ai été confronté au refus de certains de mes partenaires professionnels d'engager des actions éducatives sur la mixité et égalité des sexes pour ne pas froisser les familles. Alors, je vais pas tout citer, je m'arrête là, mais vous savez sûrement de quoi je parle. Donc voilà, donc vous avez vraiment été au cœur de ce qui se passait dans certains quartiers ou banlieues qui connaissaient ce phénomène-là, Monsieur Bestanji. Oui, je l'ai vécu et comme nous tous, tous ceux qui sont nés ou qui ont grandi en France. Et j'ai vu aussi l'évolution en Tunisie. Je suis d'origine tunisienne. Et j'ai pu comparer, j'ai pu voir un peu ce qui se passe ici et là-bas.
et c'est ça qui m'a particulièrement inquiété. C'est vrai que finalement la présence de ce qu'on considère être l'islam se fait la plupart du temps à travers le corps des femmes et à travers les relations garçon-fille. C'est-à-dire que le patriarcat, c'est quelque chose d'intrinsèque aux religions monothéistes. C'est vraiment fondamentalement ancré. La différence avec l'islam et l'interprétation extrémiste de l'islam, c'est que cette religion n'a pas fait ce qu'on appelle son aggiornamento, c'est-à-dire une réforme théologique de la religion à travers des outils, des concepts plus modernes. Ce qu'a dû faire le christianisme, elle l'a pas fait de bon cœur, elle y a été contrainte. Ce qu'a fait aussi, d'une certaine manière, le judaïsme. Je parle pas des orthodoxes, je parle pas des extrémistes chrétiens. Je parle de la religion en tant que telle. Alors que l'islam n'a pas fait ce travail et ne peut pas le faire pour l'instant parce que la théologie est dominée par les islamistes. Cette vision donc archaïque de l'islam est imprégnée de l'époque où l'islam est apparu et notamment le patriarcat. Et les islamistes, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer, c'est que les islamistes sont d'abord des obsédés sexuels avant d'être des obsédés de la religion. Et pour eux, la religion n'est que le prétexte pour réguler leur obsession sexuelle, puisque la religion est patriarcale, donc le patriarcat est là pour réguler leurs ardeurs. Et donc, qui dit patriarcat dit que la responsabilité de cette gestion des mœurs dans la société repose sur les coupables, c'est-à-dire les femmes. Donc, il faut séparer les garçons des filles au maximum, il faut éviter toute tentation, soi-disant, quand la mixité quand la mixité, on n'a pas le choix d'avoir une mixité, à ce moment-là, il faut avoir un apartheid à la fois symbolique et matériel qui est le port du voile. Voilà, c'est pas les hommes qui mettent un voile sur leurs yeux, ce sont les femmes qui doivent le porter sur leur tête. Donc, et tout ça m'a révolté en fait. Et je suis pas devenu plus féministe. C'est que j'ai toujours été comme ça, mais que cette fibre-là, laïque et féministe, s'est mieux révélée par rapport au fait que la visibilité qu'on dit être religieuse et donc patriarcale et sexiste était de plus en plus visible. Donc je l'ai vécu en France et aussi en Tunisie. Et paradoxalement, le voile est d'abord apparu en France, le hijab s'est d'abord développé en France avant d'être développé en Tunisie.